Moi, je vais vous présenter mes travaux qui ont porté sur la compensation écologique comme nouvel outil de conservation de la biodiversité. Je me suis particulièrement intéressée au mode d'organisation des différents acteurs pour mettre en œuvre cette compensation et aux stratégies sous-jacentes qui pouvaient être à l'œuvre, en me posant la question au final, est-ce que l'atteinte des objectifs de conservation était toujours visée ? Donc moi actuellement je suis en contrat postdoctoral au CEM, donc au Centre d'économie et de l'environnement de Montpellier, qui est le nouveau nom de la META. Et je vais plutôt vous présenter aujourd'hui des travaux qui ont porté sur ma thèse que j'ai soutenue en 2015. Donc brièvement, pour juste recontextualiser la compensation, ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Donc la compensation, elle prend place dans un environnement international beaucoup plus large, puisqu'elle a été remise en œuvre récemment suite à des engagements internationaux ambitieux. La compensation est présente dans différents objectifs, donc à différents échelles et niveaux d'organisation. Donc par exemple, elle fait partie de l'objectif numéro 7 de la Convention pour la diversité biologique, qui ont fait suite aux accords de Nagoya. Elle est également présente dans l'action numéro 7 de la stratégie européenne pour la biodiversité et de manière plus locale, donc à l'échelle nationale. Elle fait partie maintenant de l'article 69 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité. Et donc, dans ces différentes déclinaisons internationales, chacune des politiques vise une absence de perte nette de la biodiversité, voire un gain net de biodiversité. Et c'est dans ce contexte-là que la compensation écologique prend place comme outil de conservation de la biodiversité. Au niveau réglementaire, donc en France, il y a eu une longue évolution qui a concerné la compensation. Donc on dit nouvel outil, mais au final, c'est un outil qui est présent dans la réglementation environnementale depuis 1976, donc au travers du Code de l'environnement. Par contre, il n'était pas vraiment appliqué dans la réalité des actions et de la réglementation. Et puis elle a suivi toute une évolution jusqu'à 2016 en étant intégrée à divers cadres réglementaires et en touchant diverses ressources. Donc, par exemple, il y a une compensation également dans le cadre de la loi sur l'eau et sur les milieux aquatiques, qui a été introduite en 1992, mais révisée en 2006. Il y a une introduction également qui concerne le code forestier. Et puis également pour les directives Habitat et Oiseaux, la loi sur la responsabilité environnementale, les réformes sur les études d'impact environnemental. Donc toutes ces différentes évolutions en fait n'ont fait que renforcer les obligations pour mettre en œuvre des compensations écologiques. Et donc plus récemment, les événements un peu plus marquants sont la doctrine ministérielle sur la séquence éviter, réduire, compenser, qui a été mise en œuvre en 2012. Et qui offre un cadre un peu plus précis sur les obligations des maîtres d'ouvrage pour réaliser leur compensation en termes de mise en œuvre et d'objectifs. Et plus récemment, en 2016, la loi de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages qui intègre cet outil comme un élément central de sa politique. Juste pour faire un petit retour sur un événement majeur historique, ce qui a en fait relancé la compensation et ces obligations en France, c'est la mise en place d'un arrêté du 19 février 2007 qui portait sur les conditions de demande de dérogation aux destructions d'espèces protégées. Il manque un petit bout. Et juste pour la petite histoire, la photo du loup n'est pas anodine, puisqu'en fait, cette demande de dérogation a été mise en place en fait, pour justement pouvoir détruire du loup. Donc ça a été à l'origine en fait, un décret qui a été une conséquence en fait, d'une possibilité de pouvoir déroger à la destruction du loup. Bon, ça c'est indépendant de la compensation, mais c'est juste pour la petite histoire, pour l'historique de ce décret. Et donc lui, il a quand même eu par contre de fortes conséquences sur la compensation écologique, puisqu'on a pu voir qu'à partir de la mise en place de ce décret, on a eu une forte augmentation, comme on peut voir, des dossiers de demande de dérogation
parce que donc, ces dossiers pouvaient inclure des mesures compensatoires et de fait, il y avait une possibilité d'autorisation de destruction des espèces protégées puisqu'on en compensait les pertes. Et donc ça a eu comme conséquence sur la mise en œuvre des mesures compensatoires en fait un focus sur les espèces protégées. Donc on peut voir que les compensations écologiques en fait s'intéressent particulièrement aux espèces protégées comme type de composante donc, qui est compensée. Au niveau organisationnel, donc la compensation écologique fait rentrer dans le système différents acteurs qui ont des rôles spécifiques. Donc juste pour vous préciser le cadre général, donc la compensation, donc il y a un aménageur qui a un projet d'aménagement donc qui va générer des pertes écologiques. Ils doivent faire preuve donc, de la mise en œuvre d'une séquence qui vise tout d'abord à éviter, réduire et donc compenser ensuite les impacts. Mais cela signifie qu'il y a une compensation que des impacts résiduels significatifs. Et donc, le régulateur va autoriser ce projet d'aménagement et va ensuite donc, contrôler la mise en œuvre des gains écologiques qui serviront de compensation à ces pertes. Et en parallèle, donc, il y a un producteur du gain écologique qui va donc mener des actions pour donc, produire ces gains qui serviront de compensation. Donc, suite notamment à la doctrine ERC et donc maintenant qui réintègre ces éléments dans la loi, il y a différents principes qui doivent être vérifiés dans la compensation écologique, notamment un principe d'équivalence écologique entre les pertes et les gains. Donc, il y a plusieurs possibilités d'équivalence, mais en France, on est sur une équivalence biophysique, c'est-à-dire qu'on doit compenser des espèces ou des habitats par des espèces et des habitats donc, qui sont équivalents. Il y a donc une recherche d'additionnalité, puisqu'on va créer du gain qui va permettre de compenser les pertes, et un objectif de pérennité. Donc les aménageurs s'engagent sur une durée de production des gains et de maintien de ces gains, donc sur toute une durée d'engagement. Donc ça dépend, cette durée dépend des types de projets et donc des types de compensation. Au niveau des modes d'organisation, donc il y a deux modes d'organisation principaux pour mettre en œuvre cette compensation. Une compensation qui est dite au cas par cas, on parle aussi de compensation par la demande, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un projet d'aménagement donc, qui fait l'objet d'une demande de compensation, eh bien, la compensation va être réalisée et dimensionnée en fonction de ce projet-là. Et donc à chaque projet, une compensation qui est équivalente. Et donc un autre type d'organisation existe, donc c'est la banque de compensation, qui donc elle va être mise en œuvre par un opérateur qui est complètement indépendant des aménageurs et qui va de façon anticipée mettre en œuvre des actions écologiques sur un site, qui va donc générer des gains qui feront donc l'objet de futures compensations. Donc on parle de site naturel de compensation, c'est la nouvelle terminologie qui est utilisée dans la loi de 2016. Avant on parlait de réserve d'actifs naturels, donc maintenant ça a changé. Et donc ce site naturel de compensation va ensuite pouvoir par la suite donc compenser différents impacts relatifs à différents projets d'aménagement. Donc on est sur une situation inversée et donc on parle là donc d'une offre de compensation. Donc ce mécanisme des banques en fait a été développé principalement donc aux États-Unis dans les années 90. En fait, il a été mis en œuvre suite à une défaillance qui avait été montrée de l'application des compensations au cas par cas. Une défaillance qui donc était majoritairement le reflet en fait de problèmes en fait de compensation mise en œuvre de manière indépendante et qui n'était pas du tout réfléchie et mutualisée pour avoir des actions écologiques de plus grande ampleur. Et donc notamment également un problème en fait dans l'efficacité qui résultait d'un manque de suivi et de contrôle de ces actions. Et donc le système de banque de compensation a été donc mis en avant comme étant supposé être plus efficace par rapport à ces différents éléments sur lesquels je reviendrai un peu plus tard.
Et donc là, il y a une troisième voie, ce que j'appelle la troisième voie d'organisation de la compensation, qui est en fait qui peut être à cheval entre les deux, mais qui, dans son organisation, est un petit peu inédite et en cours de développement, notamment en France. Et donc elle répond notamment directement en fait à des problèmes d'origine foncière, puisque les compensations donc, ont une grande empreinte sur le territoire et posent des soucis en termes donc, de mise en œuvre. Et donc les collectivités territoriales se sont aperçues que si elles n'avaient pas une vision anticipée et planifiée de la compensation, ça posait des gros problèmes de mise en œuvre. Et donc là, on assiste maintenant donc, à une nouvelle forme de compensation dans laquelle les collectivités territoriales vont anticiper leurs futurs plans et programmes d'aménagement, vont ensuite donc, en évaluer les impacts donc, de façon anticipée pour ensuite organiser et planifier les compensations. Et donc ça, ce travail, c'est le travail que donc, je suis dans le cadre de mon projet postdoctoral. Donc je m'intéresse à cette question-là, à l'échelle de la région Occitanie, donc en travaillant avec la région là-dessus pour voir comment on peut les accompagner pour développer des méthodologies et modéliser l'organisation du territoire de manière à mieux justement anticiper ces impacts pour pouvoir en organiser les compensations. Au niveau des différentes actions écologiques, donc, il y a plusieurs possibilités pour générer ces gains. Les gains écologiques, donc il y a trois grandes familles. Donc la préservation d'un site naturel, donc ça consiste en fait à acquérir un site qui est fonctionnel, donc plutôt un habitat, mais qui aurait un risque d'être perturbé ou d'être endommagé. Et donc dans ce cas-là, la compensation va donc générer un financement pour acheter ce site et en assurer la préservation sur le long terme. La deuxième famille, c'est plutôt donc, des actions de restauration. On parle aussi donc, d'amélioration des fonctionnalités. Donc on va mettre en œuvre des actions qui permettront d'améliorer un état écologique ou de rendre par exemple un site naturel fonctionnel alors qu'il ne l'était plus. Et troisième famille, c'est la création d'espaces naturels. Donc on part d'un site qui peut être un site artificialisé ou un site où il n'y a pas du tout de biodiversité dessus. Et on va donc créer une forme de biodiversité. Donc là, c'est une étude qui avait été menée par Baptiste Regnery et des co-auteurs donc en 2013, qui avait étudié une cinquantaine de dossiers donc, de dérogation aux destructions d'espèces. Et donc c'est juste pour vous montrer un petit peu la répartition entre ces grands types. Bon, ça date de 2013, donc depuis ça a évolué. Mais donc la majorité des actions qui étaient menées, c'était donc plutôt de la restauration et de l'amélioration d'habitat. Et avant, il y avait une part très importante qui était allouée à la préservation. Et suite aux réformes successives réglementaires, en fait, la préservation a été montrée comme étant problématique puisqu'elle ne générait pas d'additionnalité écologique et de gains réels qui permettaient de compenser les pertes. Donc les préservations sont de moins en moins effectuées. C'est vraiment dans des cas très ponctuels et très particuliers puisque justement il y a ce problème d'additionnalité écologique qui est présent. Donc ces différentes mesures compensatoires vont générer, dans la plus grande partie des cas, des acquisitions de sites, des acquisitions souvent de sites agricoles ou de sites naturels endommagés, pour donc mettre en œuvre ces différentes actions. Et en fait, le grossissement et le développement important des compensations a fait poser des problèmes justement de disponibilité foncière et des conflits avec les différents acteurs qui ont généré en fait une nouvelle forme de compensation qui passe par la contractualisation environnementale et donc par le conventionnement avec des agriculteurs, puisque donc les acquisitions demandaient vraiment donc d'aller chercher qui étaient les personnes propriétaires des sites, de réussir à les acheter, donc ce qui posait énormément de problèmes sur le marché foncier. Et donc une nouvelle forme a émergé assez récemment, donc c'est le conventionnement avec des agriculteurs pour mettre en œuvre les compensations. Et donc, il y a un changement de pratique qui est demandé ou un changement d'usage des terres agricoles pour générer les gains écologiques qui serviront de compensation.
Donc moi, dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressée donc à ces deux dispositifs. Donc le dispositif de réserve d'actifs naturels, bon, j'ai gardé la terminologie que j'avais utilisée auparavant, et donc ce dispositif de contractualisation agro-environnementale, donc pour en étudier quelles étaient les organisations et les stratégies donc sous-jacentes pour, in fine, analyser si elles étaient toujours dans le sens des objectifs visés, à savoir l'absence de perte nette de biodiversité. Donc brièvement, donc, au niveau des banques de compensation, pour revenir donc, sur cet outil, il est très intéressant parce qu'en fait, il a connu un succès très important à l'échelle internationale. Donc il y a plus de 45 programmes qui sont actifs et 27 en développement. Donc on peut voir quand même une prégnance de ces types de dispositifs présents dans les pays anglo-saxons, donc notamment aux États-Unis et en Australie, qui sont les pionniers dans la mise en œuvre de ces dispositifs, mais qui sont en train de se développer de plus en plus fortement à l'échelle européenne. Et notamment en France, où il y a maintenant il y a 3 programmes actifs, 3 qui sont en développement. Et donc, il y a maintenant une introduction de la possibilité donc, de passer par ce mode d'organisation depuis donc, la loi sur la biodiversité de 2016. Donc, jusqu'à 2016, c'était encore à l'état d'expérimentation. Donc, on ne pouvait pas mettre en œuvre des banques en sortant du dispositif expérimental. Maintenant, ça y est, c'est dans la loi, donc c'est institutionnalisé. On peut mettre en œuvre des banques de compensation en tant qu'opérateur indépendant. Donc théoriquement, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, la banque de compensation est supposée avoir une stratégie gagnant-gagnant. Déjà, elle permet le développement d'un nouveau secteur économique, donc pour ces nouveaux acteurs, donc qui sont donc ces nouveaux opérateurs de la compensation. Il y a une possibilité d'avoir, pour des raisons financières, un intérêt donc, dans ces nouveaux dispositifs. Il y a également les bureaux d'études. Enfin, il y a pas mal d'acteurs en fait, qui sont intéressés par ces nouveaux dispositifs et ce nouveau secteur d'activité qui est créé. Juste pour vous donner un ordre d'idée, aux États-Unis, ça représente plus d'1 milliard d'euros, rien que le marché de la compensation, en termes donc, de fonds que ça lève pour tous ces différents opérateurs. Au niveau des aménageurs, il y a un intérêt de facilité de mise en œuvre parce que justement, ce n'est pas à eux de mettre en place et de prendre en charge les démarches de coûts de transaction qui peuvent être générés pour aller voir les différents acteurs, pour ensuite donc, acquérir le terrain, mettre en œuvre les actions. Donc là, ils ont juste à passer par un opérateur et donc à faire un chèque pour réaliser leur compensation. Donc c'est beaucoup plus facile pour eux de mettre en œuvre les compensations. Au niveau des régulateurs, il y a une facilité de contrôle beaucoup plus importante puisque avant, au lieu d'avoir par exemple 10 sites de compensation à suivre et à contrôler, il n'y en a plus qu'un. Donc le contrôle va plutôt se focaliser sur le degré d'équivalence écologique et sur l'efficacité réelle de ces mesures compensatoires. Donc un suivi et une mise en œuvre beaucoup plus facile grâce à ce dispositif. Donc d'où le terme de meilleure effectivité et efficacité. Et également, donc, sur le plan politique, il y a aussi une possibilité donc, de lever de nouvelles sources de financement. Et donc, notamment, les compensations peuvent être pensées et mises en œuvre pour pouvoir renforcer les initiatives, par exemple, de trames vertes et bleues et de corridors écologiques, donc en venant renforcer donc, ces dispositifs-là, en mettant en œuvre donc, des compensations qui sont donc, planifiées. Au niveau de la contractualisation agro-environnementale, donc, comme je vous le disais, elle a été émergente suite à d'importants conflits sociaux. Donc, on parle souvent de double peine parce que les agriculteurs donc, doivent donner leurs terres agricoles pour réaliser les projets d'aménagement et également pour mettre en œuvre les compensations. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu une montée de bouclier du monde agricole parce qu'ils avaient vraiment des gros soucis en termes donc, de disponibilité de foncier. Et donc cette contractualisation est un moyen pour justement venir un petit peu surmonter ces problèmes et faciliter le dialogue avec le monde agricole et l'instauration des compensations. Avec également des avantages pour la compensation. Bon, déjà une meilleure acceptabilité, ce qui est quand même aussi important socialement, et plus de flexibilité qui était possible donc, grâce à des contrats court terme et potentiellement des réductions des incertitudes. Bon, ça, je reviendrai dessus dans le cadre de mon étude.
Donc moi, au niveau donc, de mes problématiques de recherche, donc, je me suis intéressée à la question donc, des conditions pour mettre en œuvre cette compensation. Et est-ce que donc, ça permettait au final de concilier d'un côté les intérêts des acteurs du système que je viens de vous présenter, et donc d'un autre côté les objectifs de la conservation de la biodiversité. Et donc plus précisément, donc, j'ai décliné cette problématique en deux grands axes. Donc je me suis intéressée aux dynamiques organisationnelles et institutionnelles donc, qui étaient en l'œuvre dans la compensation, donc au travers de ces deux mécanismes, donc de réserve d'actifs naturels et de contrats. Et également, je me suis intéressée aussi à la prise en compte de la complexité et de la spécificité de la biodiversité dans le mécanisme de compensation. Bon, là, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps de tout aborder. Je vais plutôt me concentrer sur les dynamiques organisationnelles et institutionnelles. Donc, au niveau des deux dispositifs, plus précisément sur la banque d'actifs naturels, donc, je me suis intéressée donc, à l'analyse de l'efficience et donc avec un objectif de faire le bilan de ce dispositif. C'était également une demande du ministère de l'écologie, donc qui était en train de développer donc la mise en œuvre de ce dispositif dans la loi, et donc il nous avait également demandé de faire un bilan de la première expérience qui avait été menée pour évaluer la pertinence de continuer ou pas à développer ce type de dispositif. Bon, au final, nos résultats n'ont pas forcément été pris en compte et suivis par les politiques, mais en tout cas, il y avait cette volonté au départ. Et donc, avec une analyse donc, de l'organisation et des stratégies. Et au niveau de la contractualisation environnementale, donc, on s'est plutôt intéressé à évaluer l'opportunité donc, de développer ce type de dispositif dans des territoires très marqués par l'agriculture, avec deux grandes analyses, enfin deux grands axes. Donc plutôt une analyse des déterminants d'adoption des contrats agro-environnementaux, donc pour voir qu'est-ce qui faisait qu'un agriculteur allait rentrer dans ce type de dispositif. Et également un deuxième élément sur donc, la performance de ces types de contrats. Donc, au niveau conceptuel, donc, moi j'ai mobilisé donc, l'économie des organisations, principalement comme grand cadre théorique pour analyser donc, ces dispositifs. Donc, il stipule qu'il y a un environnement institutionnel qui va donc, influencer la mise en œuvre d'organisations par donc, des incitations à des individus à se structurer et donc, à choisir différents types donc, de modes d'organisation qui vont être donc, l'objet de comportements et de stratégies qui eux-mêmes donc, vont être donc, remontés à l'échelle donc, de l'environnement institutionnel, mais également donc, il y a une position donc, ascendante et descendante des deux côtés. Et donc moi j'ai analysé ces deux structures donc, au regard des apports conceptuels donc, de cette théorie des organisations. Au niveau donc, de mes deux cas d'études, j'ai analysé la banque d'actifs qui a été mise en œuvre donc, en 2010 dans la plaine de la Crau, qui était donc, la seule banque d'actifs qui était opérationnelle donc, à l'époque, créée en 2008, mais dont les ventes ont été réalisées en 2010, avec donc, 357 hectares de sites qui ont été restaurés, par le biais donc, de la Caisse des dépôts et consignations qui a créé une filiale, qui est la Caisse des dépôts biodiversité, la CDC biodiversité, pour mettre en œuvre ces actions de compensation, en partenariat donc, avec le ministère de l'écologie, puisqu'on était dans une expérimentation. Au niveau de la contractualisation agro-environnementale, je me suis intéressée aux contrats qui ont été mis en œuvre dans le cadre du contournement ferroviaire de Nîmes-Montpellier, donc mis en place par le réseau ferré de France et Ogvia, donc, qui a été un consortium qui a été créé à cette fin, donc, auprès donc, de 100 agriculteurs sur un territoire de plus de 1000 hectares. Donc, je vais vous présenter brièvement donc, le contexte et les opérations menées dans le cadre donc, de ces deux dispositifs. Donc juste pour rappeler le contexte de mise en œuvre de donc cette banque d'actifs, elle s'appelle l'opération Caussure, puisqu'elle est mise en œuvre sur un site donc, qui s'appelle le site de Caussure. Elle avait un positionnement très stratégique, puisqu'elle est prise entre des sites donc, de la réserve naturelle des Caussules de Crau, que vous pouvez voir donc, en rouge, et donc des vergers intensifs, qui sont donc en vert, qui étaient donc
abandonnés dans ce site-là. Et donc, il y avait une volonté, en fait, des acteurs locaux de récupérer ce site pour pouvoir en assurer une fonctionnalité écologique et pouvoir le connecter à la réserve. Donc, il y a eu un rassemblement de différents acteurs, donc aussi bien le conservateur des espaces naturels que les instances des chambres d'agriculture, des chercheurs, enfin, différents acteurs se sont structurés pour essayer d'acquérir ce site, donc pour le réhabiliter. Mais il y a eu des manques de financement et de fonds pour cela. Ils n'ont pas réussi à le mettre en œuvre. Et donc à ce moment-là, CDC Biodiversité était en train de monter sa filiale. Ils ont eu vent de cette initiative et donc eux sont arrivés en disant nous on achète ce terrain, on peut mettre en œuvre, on a les moyens financiers pour mettre en œuvre les réhabilitations que vous souhaitez faire. Par contre on transforme, on fait une expérimentation de banque de compensation. Ce qui a posé au départ des soucis d'acceptabilité parce que les acteurs locaux n'avaient pas forcément en tête de transformer ce site en banque de compensation. Ils voulaient simplement le réhabiliter pour des fonctions écologiques, alors que là il y avait derrière une volonté donc de créer des gains pour de futures pertes. Mais bon, c'était une expérimentation, donc ils ont accompagné ça. Donc ce terrain a été donc, acheté pour mener des travaux en 2008, donc sur cet ancien verger de 357 hectares. Donc de lourds travaux ont été effectués pour enlever tous les arbres existants, enlever les réseaux d'irrigation, aplanir le terrain et favoriser donc, une reconquête par la biodiversité. Et donc en 2010, ils ont terminé les travaux avec donc l'objectif qui était donc de recréer une pelouse sèche rase qui était favorable à des espèces protégées et donc notamment l'outarde canepetière et le gangakata, donc qui est donc une avifaune stépique qui est donc endémique de ce type de milieu. Et pour cela, donc, il y a un troupeau de moutons qui a été mis en place sur le site pour maintenir justement cet état de pelouse ras pour qu'il soit encore favorable donc, à ces oiseaux. Ce travail donc, a fait l'objet de partenariats importants avec la réserve naturelle d'Écoussoul-de-Croc, l'IMBE donc, a suivi les travaux de restauration, et donc la Chambre d'agriculture qui a également été présent notamment pour la réintroduction des troupeaux de moutons. Sur le plan financier, donc, tous ces travaux ont fait l'objet d'une grosse enveloppe puisqu'ils ont coûté donc, 12,5 millions d'euros. Et notamment, la part la plus importante, ça a été également l'acquisition, puisque ce site a été acheté au prix du foncier agricole, sachant que c'était donc un verger industriel très productif, irrigué, donc le prix d'acquisition a été très très élevé. Au niveau de la mise en œuvre du dispositif de compensation, donc, dans ce dispositif-là qui était donc expérimental, ça a été en fait une unité de compensation est équivalente à 1 hectare. Donc il y avait 357 hectares, donc ce site de compensation génère 357 unités de compensation qui ont été mis à la vente dès 2010 puisque les actions écologiques étaient terminées. Avec comme critère d'équivalence écologique l'idée que les milieux qui devaient compenser donc, via ce site devaient être suffisamment connectés écologiquement avec la banque de compensation, sachant qu'il n'y avait pas du tout de particularité, de spécificité qui était apportée, juste cette terminologie de suffisamment connecté, donc, ce qui ne veut pas dire forcément grand-chose sur le plan écologique. Et au niveau de la compensation des impacts, il y avait donc un accord tacite entre les acteurs que donc les impacts devaient compenser des habitats à oiseaux stépiques, puisque ce qui a été visé, c'était la réhabilitation d'un habitat pour ce type d'oiseaux, et dans la zone de l'accro. Donc l'objectif, c'était de rester dans un périmètre quand même assez proche des impacts, et donc des compensations qui devaient être assez proches de la banque, et il y avait une aire de service, donc, comme on l'appelle, de 600 km². Au niveau de la pérennité des actions, on est sur une gestion et un engagement de CDC Biodiversité sur 30 ans. Donc, ce qui signifie qu'à l'issue de ces 30 ans, la banque de compensation peut devenir, pour l'instant, n'importe quoi d'autre, puisqu'il n'y a aucun engagement en fait, sur le devenir de ce dispositif à l'issue des engagements de 30 ans. Et le coût d'une unité donc, qui était évalué autour de 40 000 euros hors taxe. Bon, ce prix fluctue en fonction des années, donc en prenant en compte les évolutions des années. Pardon. Une unité, c'est 1 hectare. Oui,
357 hectares qui correspondent donc à 357 unités. Mais je vais revenir après sur le fonctionnement du dispositif. Et donc le régulateur qui est donc inclus dans ce dispositif et qui valide donc tous ces éléments-là. Donc justement sur le dispositif, donc, nous avons donc un site de compensation qui va générer donc 357 unités de compensation. Et donc lorsqu'il va y avoir un projet d'aménagement qui va générer des impacts sur la biodiversité, il va donc par la suite pouvoir... Hop, ah. Il va donc pouvoir aller donc contractualiser avec CDC Biodiversité donc pour acquérir des unités en fonction de la quantité qui lui est nécessaire. Et donc cette quantité, elle est évaluée donc par les autorités. Donc c'est en général les bureaux d'études des aménageurs qui donc évaluent les impacts du projet, les quantifient et en face donc évaluent des besoins compensatoires en fonction de différentes méthodes qui peuvent être utilisées. Et donc ensuite, la banque de compensation donc, retire de son potentiel de vente le nombre d'unités qui a été vendu donc, à l'aménageur. Au niveau donc, de l'analyse des différentes transactions, en 2015, 156 unités avaient été vendues, ce qui représente 44% donc, du total des unités, générées pour la compensation de 5 différents projets qui ont donc des historiques, chacun a son histoire. Par exemple, le premier projet en fait, a été mis en œuvre puisque c'est une compensation qui n'avait jamais été faite. Le projet datait de 1999, il n'avait jamais compensé ses pertes. Et donc, ils ont utilisé cette banque de compensation donc, pour compenser cette vieille compensation. Et globalement, sinon, c'est plutôt des plateformes donc, logistiques qui ont servi de compensation parce que la plaine de l'accro connaît un fort développement et donc, notamment sur ce type de milieux, qui sont les milieux de toute façon présents dans l'accro. Et donc, ce qu'on peut voir quand on analyse de manière un peu plus approfondie donc, ces transactions, on se rend compte que finalement, il y a une très forte hétérogénéité dans les ratios de calcul. Donc, les ratios, en fait, c'est donc pour un hectare impacté, combien d'hectares compensés je vais avoir besoin donc, d'acquérir pour donc, générer mes compensations. Et dans la loi, il était prévu que, enfin, en tout cas dans les accords au niveau de cette convention, qu'on soit sur des ratios de 1 pour 1. C'est-à-dire qu'au minimum, un minima, puisque ce qui voudrait dire que pour un hectare impacté, on a 1 hectare compensé. Mais si en plus on prend les incertitudes en termes donc, de réhabilitation des milieux et donc d'efficacité des actions, il était plutôt au départ prévu qu'on soit sur des ratios supérieurs à 1 pour justement pouvoir inclure cette incertitude de restauration écologique. Et donc au final, on se rend compte qu'on est sur des ratios qui sont plutôt donc, inférieurs à 1 ou en tout cas de 1. Et encore, si on se rend compte réellement de la surface d'emprise des projets, par exemple, voir pour la plateforme, il y a 280 hectares d'emprise et au final, il n'y a que 44 unités de compensation qui ont été achetées. Et donc ça, en fait, c'est le résultat de négociations qu'il y a entre les acteurs pour justement s'entendre, donc je vais le préciser après, mais sur les différents objectifs de compensation en fonction de différentes stratégies en fait, de chaque acteur. Au niveau des critères d'équivalence, on peut voir également que loin d'être sur des critères d'équivalence homogènes, on a différents types d'espèces qui sont finalement compensées par ce dispositif. Et notamment, celui qui pose le plus de problèmes, c'est le lézard osselet, parce qu'à l'origine, cette espèce n'était pas du tout visée dans ce dispositif. Et il y a une décompensation qui a été réalisée via cette banque qui, en fait, était pour compenser des impacts sur le lézard osselet. Et donc ça a fait l'objet donc, de translocation d'espèces et de création donc, de gîtes sur le site. Mais au final, je crois que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont jamais été retrouvés sur le site. Donc on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus.
Mais bon, depuis, des actions ont été mises en œuvre pour favoriser le site à cette espèce, qui était finalement une espèce qui était aussi très impactée localement. Et donc, ils se sont rendus compte que de justement simplement cibler sur une espèce cible comme l'outarde canepetière, qui était l'espèce vraiment ciblée au départ, ce n'était pas suffisant pour vendre leurs unités d'actifs, parce que finalement, il n'y avait pas assez d'impact sur ce type d'espèce. Donc, ils ont dû élargir les espèces qui pouvaient rentrer dans les équivalences de la banque, pour pouvoir vendre plus d'unités de compensation. Et donc également, il y a eu une deuxième tentative d'élargissement des critères d'équivalence qui concernait l'équivalence géographique. Donc on était au départ, je vous disais, sur une aire de vente qui était plutôt limitée à l'accro. Et pareil, pour essayer d'élargir le marché de la compensation et de ce type d'unités, ils ont donc essayé de vendre des unités pour compenser des impacts qui pouvaient se trouver à l'extérieur de la zone, notamment dans le cadre du contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier qui impactait aussi fortement les outardes. Et donc il y a une tentative de vente des unités de compensation pour compenser ces impacts-là. Et au final, c'est surtout des limites administratives qui ont, parce que c'était deux régions différentes. On était en PACA, on était en Languedoc-Roussillon. Et donc, juste d'un point de vue politique, il était hors de question d'aller compenser des impacts en PACA sur du Languedoc-Roussillon. Mais sinon, d'un point de vue purement de stratégie de la banque de compensation, il était donc demandé d'aller compenser des impacts. Il y a aussi une autre chose qui n'est pas facile à comprendre, c'est que ceux qui ont compensé, quand il y a 1-1, par exemple 45, ils n'en ont acheté que 10, ça veut dire qu'ils ont compensé autrement. Ils ont acheté 10 unités pour la troisième opération. Oui. Ils ont compensé que de 10 dans cette banque-là. Oui. Non, tout le projet a été compensé sur le dispositif de Cossure. Oui, parce qu'en fait, le calcul, j'y reviens après, c'est pour c'est mentionner que là, on est sur des ratios qui sont des ratios officiels, c'est-à-dire que le dispositif s'engage sur un ratio de 1 pour 1, mais au final, dans les calculs qui sont proposés par les bureaux d'études, on se rend compte qu'on est sur des ratios de 0,5 pour 1, ou des fois encore même de 0,4 pour 1, puisqu'il y a cette entrée espèce parapluie qui est privilégiée pour évaluer les impacts. Et donc, en se focalisant sur une espèce, par exemple sur l'outarde canepetière, on va donc évaluer juste l'habitat de cette espèce dans le projet. Et donc, si cette espèce est sur seulement 15 hectares des 30 hectares d'emprise du projet, on va dire qu'on va compenser pour cette espèce et que ça servira en fait à compenser un cortège d'espèces qui donc va profiter de ça. Des bureaux d'études qui sont quand même validés par l'ADREA. Qui sont validés par les services instructeurs, oui. Oui, c'est vrai que je ne suis pas rentrée dans le détail de ça, mais c'est justement pour mentionner qu'entre les ratios qui sont affichés officiellement et la réalité derrière donc, du calcul qui est effectué, en fait, on n'est pas du tout sur des ratios de 1 pour 1. Donc, au niveau des différentes stratégies d'acteurs, l'aménageur, la stratégie qu'on a pu mettre en évidence, qui paraît assez évidente, c'est donc lui, il veut répondre à la demande réglementaire parce qu'il est obligé et forcément il veut répondre au moindre coût. Donc lui, son objectif, ça va être d'inciter justement le bureau d'études à limiter les coûts de la compensation et on entend souvent parler du principe des 1%, qui serait d'allouer 1% du montant du projet à la compensation. Et donc, il y a souvent une enveloppe, en fait, qui est une enveloppe fermée. Plutôt que d'abord d'évaluer la compensation et ensuite de dire quel coût ça va avoir, on est plutôt sur, nous avons une enveloppe de temps qui va être allouée à la compensation. Débrouillez-vous, bureau d'études, pour faire rentrer les compensations dans cette enveloppe. Donc lui, le bureau d'études, il va être un peu pris entre deux éléments. D'un côté, il va vouloir répondre à la demande de l'aménageur, puisque c'est son financeur. Donc il va vouloir en effet générer de la compensation au moindre coût. Mais il y a quand même un objectif de maintien de sa réputation, puisque s'il veut pouvoir continuer à générer de la compensation, il faut qu'il soit quand même reconnu pour son travail. Et donc lui, ce qui se met en œuvre, en tout cas dans les cas que j'ai étudiés, ça va être donc une sous-estimation des impacts écologiques pour limiter les besoins compensatoires de l'aménageur, qui va donc passer par l'utilisation de méthodes de calcul. Donc des fois, il y a des méthodes de calcul, il y avait des choses complètement aberrantes sur des prises en compte de parking qui n'étaient pas justement des emprises de projet. Il y a des fois
on tire des ficelles pour essayer d'avoir le moins possible d'hectares de compensation, ou en passant par ces ratios. Et donc les ratios, en fait, ils révèlent des méthodologies donc par les espèces parapluies ou par différents éléments pour essayer de faire en sorte de diminuer les besoins compensatoires. Au niveau de l'opérateur, donc lui, son objectif, ça va être de vendre ses unités de compensation, donc le plus rapidement possible, parce qu'il y a une volonté d'avoir un retour sur investissement rapide. Et notamment dans le cas de CDC Biodiversité, en fait, ils pensaient à l'origine, lorsqu'ils ont mis en place leur banque, pouvoir vendre leurs unités dans les 2 ans à venir, parce qu'ils avaient fait une estimation des projets qui allaient s'installer dans l'accro. Et en fait, suite à la crise économique qui est survenue ou à différents facteurs qui ont fait que les aménagements prévus ne sont pas installés, ils se sont retrouvés donc avec leurs unités en fait qui n'ont pas réussi à vendre. Et donc c'est pour ça qu'ils ont développé ces comportements stratégiques d'élargissement des critères d'équivalence, aussi bien au niveau donc des espèces qui pouvaient être vendues via les compensations de la banque ou des aires de surface. Et donc il y a une stratégie au niveau de l'augmentation des équivalences, mais également ils n'ont pas voulu s'engager sur la pérennité du dispositif, donc au-delà des 30 ans. Il a été demandé plusieurs fois par le Conservatoire des espaces naturels de faire une rétrocession du site donc, au Conservatoire pour qu'il puisse donc, être géré à la suite par la réserve naturelle. Mais CDC Biodiversité ne s'est jamais engagé là-dessus puisque déjà d'une part, toutes les unités qui sont invendues restent à sa propriété, donc il peut en faire ce qu'il veut. Et sachant que les unités ne sont pas du tout géolocalisées sur le site, donc on n'a pas du tout on ne sait pas les unités qui sont vendues où elles se situent, il n'y a pas de géolocalisation. Et également, donc, à l'issue des 30 ans, pour l'instant, CDC Biodiversité reste l'unique propriétaire du site et peut faire ce qu'il veut du site de compensation. Et donc au niveau du régulateur, là c'est pareil, il joue un peu un double jeu dans ce type de dispositif. D'une part, il était accompagnateur de l'expérimentation, donc il avait quand même une volonté de réussite, avec tout un affichage politique qui avait été fait autour de ce dispositif. Chantal Joanneau était venue sur le site de compensation en disant que c'était une nouvelle vitrine des actions de conservation de la biodiversité. Donc quand même une volonté de réussir à maintenir ce dispositif avec cet affichage. Et donc, ça se traduit par en fait, une mise en œuvre très consensuelle de la politique de compensation. On a d'un côté la possibilité donc, d'avoir des équivalences qui sont flexibles. Donc, dans la Convention, en fait, il y a des termes qui sont très génériques pour permettre une flexibilité des conditions assez forte. Et notamment, pas d'établissement de règles précises et fonctionnelles pour la conduite des transactions. Donc c'est ce qui fait que du coup, les régulateurs, lorsque les bureaux d'études proposent des méthodes de calcul ou des formes de compensation avec donc, des ratios des fois qui ne sont pas du tout ce qui était prévu, c'est accepté puisqu'il y a une forme de flexibilité qui a été laissée volontairement dans la Convention pour encadrer le dispositif. Et donc si on maintenant s'intéresse plus précisément donc, aux conséquences sur les objectifs de la compensation, on se rend compte au final que les comportements stratégiques des différents acteurs qui ont été mis en œuvre dans ce mode d'organisation vont tendre en fait à réduire donc, l'équivalence écologique, ce qui va donc au final aller vers plutôt une perte nette de biodiversité qu'une absence de perte nette de biodiversité, puisqu'on va compenser des espèces par d'autres espèces qui n'étaient pas présentes au départ sur le cycle de compensation. On va aller sur donc, des ratios compensatoires qui vont limiter le nombre d'espèces et d'unités. Donc au final, on ne va pas compenser tous les hectares qui ont été impactés. Et également une pérennité limitée des actions qui, au final, va poser la question, au bout des 30 ans, les impacts suite au projet d'aménagement ils sont toujours présents, mais on n'a aucune garantie sur la continuité et la pérennité des actions compensatoires. Donc ça pose quand même la question, au final, de est-ce qu'on n'a pas une dette écologique qui est juste différée du temps d'engagement de l'opérateur. Donc c'est deux éléments plutôt problématiques au regard des objectifs de conservation de la biodiversité. Mais par contre, grâce à l'acquisition du site et aux actions de restauration qui ont été menées, on peut dire qu'il y a quand même une réelle additionnalité au regard des actions écologiques qui ont été menées. Donc je vais vous présenter maintenant brièvement les résultats qui ont donc été faits par rapport à l'analyse sur la contractualisation agro-environnementale.
Donc on est sur un projet donc, mis en place en 2010 qui concerne une centaine d'agriculteurs et donc 1100 hectares. Ce projet, donc, c'est le contournement Nîmes ferroviaire, Nîmes-Montpellier, donc pour la mise en place d'une ligne ferroviaire. Donc bon, voilà, c'est un tracé qui a un gros impact puisqu'on a 80 km de lignes nouvelles qui est construit, avec un impact majeur puisque le tracé passe en plein au milieu donc, de la ZPS Costière nîmoise, donc un site Natura 2000. Mais bon, ça c'est expliqué en fait par l'histoire du tracé. Donc cette zone avait été prévue en fait depuis très longtemps pour mettre en œuvre le projet. Elle avait été bloquée parce que ça a mis du temps à se mettre en œuvre. Et donc le fait de laisser de manière statique une zone qui était très favorable à ces espèces a fait en fait revenir les espèces à ce niveau-là. Et donc ensuite il y a eu donc une mise en protection donc par la création de la ZPS. Mais au final c'était parce que justement le site était sécurisé et bloqué en prévision de ce projet. Donc forcément, le projet est quand même resté là, avec une modification de tracé, mais on est quand même sur un impact majeur donc, au niveau écologique. Au niveau des besoins compensatoires, on est sur une méthodologie qui est complètement innovante, donc proposée par un bureau d'études Biotope, qui a, au lieu de prendre en compte une approche surfacique, on prend en compte une approche donc, sur la qualité des habitats. C'est-à-dire qu'en fonction des occupations du sol avant mesures compensatoires et en fonction des objectifs de gain écologique, on va être sur une quantification d'unités de compensation différentes. Donc, à titre d'exemple, quand on a un verger agricole qu'on va détruire pour faire un habitat favorable à des espèces, on va avoir un gain plus important que quand on part d'un site qui est déjà, d'un point de vue écologique, de meilleure qualité que donc, dans le cas précédent. Donc on a une variation des types de compensation écologique en fonction de la qualité des milieux avant et après compensation. Ce qui permet donc d'avoir un gain en fait recherché par Ocvia de 3279 unités de compensation. Et en fait, cette méthode a été utilisée puisqu'il y avait un impact tellement important au niveau surfacique que c'était impossible justement de trouver dans la zone de proximité autant d'hectares que ce qui avait été impacté. Donc ils ont dû avoir recours à ce type de méthodologie quantitative en termes de qualité de milieu pour pouvoir justement diminuer aussi les besoins en termes surfaciques de compensation. Donc là, on est sur un engagement sur 25 ans, donc jusqu'à 2037, avec une majorité donc, de compensations qui concernent des milieux ouverts, puisque c'est 95% des compensations. Et donc là, il a été décidé donc, deux types d'actions. Premièrement, donc, de l'acquisition, 500 hectares qui ont donc, été achetés pour justement sécuriser de manière un peu formelle des sites. Et donc 1168 hectares qui ont été contractualisés avec les agriculteurs, puisque justement, difficulté de pouvoir trouver autant d'hectares, et ça perturberait trop en fait le milieu d'acheter autant d'hectares localement. Là, c'est pour juste vous présenter rapidement, il y a énormément d'accords qui ont été passés à différents niveaux pour mettre en œuvre ce dispositif. Donc on est sur une organisation avec différents acteurs. Et au niveau de la contractualisation, donc on est sur un consortium qui a été créé pour mettre en œuvre ces actions, qui rassemble le Conservatoire des espaces naturels, le Centre ornithologique du Gard et la Chambre d'agriculture. Donc c'est ces trois acteurs donc, qui ont mis en œuvre les mesures compensatoires. Et donc, il y a eu en fait une demande effectuée par la Chambre d'agriculture auprès de tous les agriculteurs présents dans la zone donc, d'impact. Donc, il y a eu plus de 1400 demandes qui ont été effectuées auprès des agriculteurs. Et les agriculteurs donc, devaient répondre pour donc, dénoter de leur intérêt pour faire partie de ce dispositif, avec un catalogue de 11 mesures qui leur étaient proposées, qu'ils pouvaient mettre en œuvre sur les parcelles de leur choix au sein de leur exploitation. Et donc, au niveau des acteurs engagés, donc, il y a une centaine d'acteurs qui ont été choisis, donc des agriculteurs qui étaient ceux qui avaient soit la proximité la plus importante, soit qui avaient donc, des possibilités de gain écologique plus favorables, avec donc, une majorité d'actions qui ont concerné la création et l'entretien d'un couvert favorable à l'outarde. Donc, c'est passé par la création, par exemple, de luzernes sur des sites qui étaient auparavant en vigne, ou des retards de fauche et des entretiens de couverts herbacés. Donc, c'est les deux principales mesures qui ont été mises en œuvre dans le cadre de ce projet.
Donc ça, c'est voilà, pour vous représenter à peu près la proximité. Donc il y a donc, des agriculteurs qui ont été choisis dans la zone la plus proche possible des impacts pour pouvoir justement avoir une critère d'équivalence géographique et écologique au plus proche. Donc nous, dans cette étude-là, on s'est intéressé donc à deux variables principales. La première, c'était de voir qu'est-ce qui pouvait donc motiver un agriculteur à rentrer dans ce dispositif. Donc on a évalué donc, quels étaient les déterminants d'adoption de ce type de contrat, qui sont appelés des contrats MAE-RFF. Et donc le deuxième objectif qui était donc de faire un bilan de la performance de ces contrats. Donc on a mené une enquête auprès donc, de tous les agriculteurs qui avaient été donc, sollicités pour entrer dans le dispositif. Donc on a envoyé par voie postale et donc par mail donc, une enquête auprès des 1110 agriculteurs. Donc, qui avait été donc sollicité pour la phase de contractualisation de 2010. Et donc, on a également mené donc, une enquête plus poussée auprès des 59 agriculteurs qui étaient déjà engagés dans le programme de compensation. Parce que donc, après, ça s'est fait en plusieurs étapes. Maintenant, il y en a plus, mais à l'époque, donc, on a fait auprès des 59 agriculteurs. Donc, au niveau de l'analyse des déterminants d'adoption, bon, je vous présente directement les tableaux de résultats. Donc, on a testé différentes variables, elles ne sont pas toutes là. Là, c'est les variables du coup, dont on avait donc, des hypothèses qu'elles auraient le plus d'impact et donc les résultats donc, de significativité. Et donc, on se rend compte au niveau donc, des déterminants d'adoption que les critères qui prévalent dans le choix d'un agriculteur de rentrer dans ce type de dispositif, en fait, c'est la facilité d'intégration dans son exploitation. Donc ça va être pour lui la facilité de mise en œuvre des actions pour lesquelles il s'est engagé dans le système total de son exploitation agricole. On a également donc, la flexibilité des contrats, parce que c'est des engagements sur des contrats de 5 ans. Et donc le fait de pouvoir aussi se désengager pendant cette période-là en cas de problème, ça peut jouer, à la différence par exemple de contrats de type MAE où c'est beaucoup plus difficile de se désengager. Là, c'est des éléments pour eux qui étaient donc aussi qui jouaient dans le fait de pouvoir se désengager du système assez facilement en fonction de leurs contraintes et de leurs envies par rapport à l'évolution de leur système. Également, on a mis en évidence que les attitudes envers l'environnement pouvaient jouer, c'est-à-dire que c'était des personnes qui mentionnaient avoir quand même une exigence de protection de l'environnement et que ça les intéressait de mettre en œuvre des mesures pour protéger l'environnement. Par contre, les coûts de transaction n'ont pas forcément ont été aussi mis en évidence parce que, pareil, à la différence, on avait toujours un peu en tête cette comparaison avec les MAE pour lesquels on sait que les démarches administratives sont assez lourdes et ce qui fait souvent que les agriculteurs ne rentrent pas dans ces dispositifs-là parce que ça demande des coûts de transaction assez importants. Là, on a pu voir que le fait que c'était pris en charge par justement d'autres acteurs comme le consortium pouvait jouer dans l'intégration dans ce type de dispositif. Également, on a testé des variables comportementales et on a pu voir qu'il y avait un effet des normes sociales, c'est-à-dire que le fait que d'autres types d'agriculteurs soient engagés dans le dispositif jouait favorablement à leur adoption. Donc, ils ne voulaient pas être seuls à rentrer dans le dispositif. Le fait qu'il y ait d'autres agriculteurs, c'était quelque chose d'important. Et également, la présence d'institutions qui les structures, comme les chambres d'agriculture, c'était très important qu'ils fassent partie du consortium pour qu'eux, ils adhèrent donc à ce dispositif. Toutes les lettres et toutes les interactions avec les agriculteurs passaient au travers de la chambre d'agriculture. Et ça, c'est un élément donc, qui est apparu comme étant très important pour que les agriculteurs adhèrent à ce programme. Pardon, les deux colonnes d'effectifs, là, Oui, pardon. On a d'un côté les personnes qui sont non engagées. Donc, c'est toutes les personnes qui ont été sollicitées dans l'enquête, mais qui n'ont pas été donc, engagées dans le programme, donc n'ont pas accepté de rentrer. Et à droite, donc, c'est les personnes qui sont engagées, donc qui ont été inclus dans le programme. Et donc également une importance de confiance dans les institutions. Donc ça reprend un peu la partie sur les normes sociales, avec donc une importance d'avoir confiance dans les institutions qui sont engagées dans le dispositif. Au niveau de la performance des contrats, donc on est sur du déclaratif, puisqu'on est allé donc enquêter au travers de notre enquête par voie postale et par donc, Internet.
Mais donc, en fonction des questions qu'on leur a posées, on s'est rendu compte qu'il y avait un possible effet d'aubaine dans le choix des parcelles, puisqu'en fait, 78% des agriculteurs, on reste sur du déclaratif, hein, donc on n'est pas allé tester ça sur le terrain, mais ont mentionné qu'ils avaient choisi des parcelles. On leur a demandé quels étaient les critères de sélection d'une parcelle, et ils ont choisi des parcelles sur lesquelles ils réalisaient déjà en fait les actions pour lesquelles ils s'étaient engagés dans le cahier des charges. Donc ça pose des questions assez importantes en termes d'additionnalité écologique, forcément. Également, donc on a demandé pour eux comment ils qualifieraient l'importance du changement dans les pratiques suite à leur engagement. Et on s'est rendu compte qu'il y avait finalement 58% des agriculteurs qui avaient répondu qu'il y avait un changement nul à faible donc dans l'importance des pratiques. Donc là, c'est pareil, c'était pour retester ce possible effet d'aubaine. Et en effet, on a pu mettre en évidence qu'il était potentiellement très présent. Au niveau de la reconduite des contrats, donc on voulait voir quelle était la pérennité de ce type de dispositif. On se rend compte que déjà les agriculteurs qui sont engagés ont plutôt une forte satisfaction du dispositif dans lequel ils se trouvent. Et pour 82%, on a une reconduite des contrats identiques, voire une augmentation de surface. Donc par rapport au renouvellement, parce que comme c'est des contrats de 5 ans qui doivent être renouvelés sur 25 ans, il y a un réel risque pour l'opérateur que ces contrats ne soient pas renouvelés. Donc pour eux, ils étaient assez satisfaits de voir ces résultats-là en se disant qu'ils n'auront pas trop de risques pour faire renouveler leur contrat. Et au niveau, donc on leur a posé la question de la durabilité des changements suite en fait à l'arrêt des contrats. Et par contre, là, on se rend compte qu'il y a quand même une forte proportion de personnes, d'agriculteurs, qui vont arrêter les pratiques, voire en adopter d'autres. Mais ça reste pareil, du déclaratif sur comment ils se projettent dans le futur. Donc, c'est des résultats qui restent quand même à prendre avec des fortes limitations. Et donc voilà, par rapport aux objectifs de la compensation, donc ces deux questions assez importantes qui reviennent, est-ce qu'il y a une réelle additionnalité des actions, des actions agro-environnementales suite donc, aux éléments que je viens de vous mentionner, notamment aux effets d'aubaine, et donc une pérennité par rapport aux différentes actions. Bon, ça, c'est une comparaison du coup qu'on avait effectuée sur les acquisitions et les contractualisations. Je vais pas m'appesantir là-dessus parce que j'aimerais juste aborder une autre question. Là, c'était donc des recommandations par rapport, donc, pour revenir au cadre conceptuel, qui mentionne que donc il faut qu'il y ait des incitations plus fortes au respect des engagements, notamment la mise en place d'un système de contrôle et de sanctions pour inciter les agriculteurs à respecter leurs engagements. Également, peut-être modifier la sélection des agriculteurs pour justement faire en sorte qu'on ne sélectionne pas forcément les agriculteurs qui ont les coûts d'opportunité les plus faibles. Et au niveau de la réserve d'actifs naturels, éviter que ce type de dispositif concerne des actifs de biodiversité trop spécifiques, puisque après, ça pose des questions de vente des unités. Peut-être que la loi biodiversité pourra répondre à ces écueils, notamment donc, avec une obligation de suivi de résultats qui est maintenant intégrée à la loi. Également, la mise en place des obligations réelles environnementales, qui sont des formes de servitude environnementale, qui donc pourront être mises en place entre deux parties, avec donc un engagement réciproque, mais par contre avec des possibilités pareilles de désengagement assez faciles. Donc pour l'instant, c'est des possibles solutions qui sont mises en œuvre par la loi, mais qui montrent encore des limitations. Et également un outil qui est mis en place à l'échelle nationale, donc de géolocalisation et de référencement des compensations, qui permettrait donc d'avoir une vision un peu plus importante sur où sont localisées les compensations et pouvoir en assurer le suivi. Donc voilà, je m'étais arrêtée là. Je voudrais peut-être juste, est-ce que j'ai encore un peu 5 minutes ou 2 minutes? Non, c'est juste par rapport, en fait, pour recouper par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur justement une idéologie qui peut être sous-jacente à ce type de dispositif. Là, je vous ai montré la partie donc, empirique de mon travail, mais j'ai aussi travaillé dans le cadre de ma thèse sur une partie que j'ai qualifiée d'épistémologique, en m'intéressant donc, aux communautés de connaissances qui étaient donc, intégrées à ce type de dispositif.
Et donc, au travers d'une analyse exhaustive de la littérature et d'analyses scientométriques qui ont été menées sur ce corpus de 477 articles récoltés dans le Web of Science, donc de 1984 à 2014. Donc j'ai fait une analyse assez fine de cette littérature en caractérisant donc la dimension spatio-temporelle, également en regardant quelle était l'origine et donc la dynamique de ce corpus, et enfin donc une analyse plutôt sémantique sur le type de terminologie qui était utilisée. Donc bon, voilà, ça c'est les résultats bruts des mots-clés donc de l'évolution du corpus. Mais donc, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'il y a une évolution depuis les années 80 aux années 2010 de la terminologie qui est rattachée donc à la compensation écologique. Et on va en effet vers une économicisation de la rhétorique, en allant de termes qui étaient plutôt à l'origine vraiment rattachés directement à des dispositifs de conservation, à l'utilisation de termes comme banque, service, crédit, marché, paiement, actif. Donc on a vraiment une évolution assez forte dans le corpus au niveau sémantique. Et donc, on a rattaché ces analyses à des analyses historiques et donc aux dynamiques institutionnelles. Et donc, on se rend compte que dans les années 90, en fait, la mise en place de la compensation écologique fait référence à l'instauration de la politique d'absence de perte nette de biodiversité par George Bush, donc dans les années 90. Et ce dispositif a été ensuite institutionnalisé en 1995 par l'administration Clinton. Et si on s'intéresse donc aux travaux qui sont faits en histoire des sciences, donc je pense notamment aux travaux faits par Christophe Bonneuil et Yannick Maran, qui donc ont étudié assez finement justement cette historique de la compensation, on se rend compte qu'en fait, loin d'être un objectif de conservation de la biodiversité, en fait, la compensation a été mise en œuvre dans les années 80 justement pour organiser les intérêts industriels et faire face à une montée en puissance des lobbies écologiques. Et donc, en fait, ce mouvement est qualifié d'anti-environnementaliste. Et en fait, il répond à essayer de contrer justement les organisations environnementales pour développer donc des outils qui permettraient en même temps de continuer donc le développement économique tout en rassurant les ONG sur la prise en compte des enjeux de biodiversité. Donc c'est des résultats que j'ai trouvés vraiment passionnants parce qu'on avait plutôt tendance à croire que c'était des outils qui avaient été pensés en fait par plutôt les organisations environnementales et les écologues, alors qu'au final c'est plutôt des outils qui sont pensés par les industries et les politiques pour justement venir continuer à faire un développement. Et donc là, les marchés environnementaux et les banques de compensation se sont donc quant à elles développées dans les années 90 avec une volonté de mettre en place une politique de flexibilité puisque justement il y avait ces contraintes environnementales qui étaient de plus en plus fortes et la mise en place des marchés environnementaux permettait donc de dissocier l'impact écologique de la restauration et des gains et ce qui permettait donc de pouvoir choisir des sites avec des enjeux fonciers moindres, des coûts moins importants et des facilités plus fortes de mise en œuvre des gains à moindre coût. Et donc c'est pour ça qu'a émergé ces mécanismes dans les années 90, c'était pour justement pouvoir délocaliser les actions de compensation des impacts écologiques. Et pour justement recouper avec ce que disait Geoffroy en introduction, on a pu montrer donc, dans l'analyse du corpus qu'il y avait un poids et une intervention très très forte des ONG dans la compensation, et notamment des ONG de conservation comme Nature Conservancy et le BIBOP, qui est une plateforme qui s'intéresse à justement rassembler, c'est une plateforme intergouvernementale qui rassemble de nombreux acteurs et qui a pour objectif de définir des standards et des règles de bonne mise en œuvre de la compensation. Et donc ces acteurs sont très très présents dans l'organisation de la compensation et ont un rôle vraiment clé dans la diffusion de certaines pratiques et de certains standards qui concernent cet outil. Et on a également pu montrer l'importance de certains scientifiques qui provenaient notamment de l'écologie de la restauration, qui occupe une part non négligeable du corpus sur le sujet.
Et donc ça, pour terminer, on peut voir que donc ce que j'ai appelé l'internationalisation et le succès de mécanismes de compensation, eh ben, en fait, il donc, fait un peu écho au développement d'un nouveau secteur d'activité, mais également à une vision qui est très particulière de la conservation de la biodiversité, notamment une vision qu'on peut qualifier de progressiste, avec l'utilisation d'outils comme l'ingénierie écologique, la restauration écologique, et qui fait du coup également écho à une certaine tendance à mettre en œuvre la compensation et la conservation avec des nouveaux outils qui font appel à une rhétorique et des objectifs qui sont plutôt à des fins donc, économiques. Et on parle notamment de la New Conservation Science, une nouvelle forme de conservation qui donc, va plutôt prôner l'utilisation de nouveaux discours et de nouveaux outils pour mettre en œuvre la conservation. Et donc moi, je rattache ça à une dynamique plus globale qui est la dynamique notamment mise en œuvre dans le cadre du développement durable avec aller vers de la green economy qui va donc essayer d'allier donc, et la conservation et l'utilisation de dispositifs économiques. Et donc juste pour conclure, donc on peut voir qu'il y a en effet des changements de paradigme dans la pratique de la conservation et que des outils qu'on peut utiliser comme la compensation sont au final des outils qui ne sont pas neutres, mais qui sont chargés normativement puisqu'ils portent des valeurs et des discours sur la manière de voir et de concevoir la protection de la nature. Et ces différents discours peuvent faire l'objet d'importantes controverses. Je ne sais pas si vous aviez assisté à la plénière du colloque de conservation qui a eu lieu en 2015 à Montpellier, à l'ECCB. Mais on a pu avoir l'occasion d'être confrontés à ces deux visions de la conservation, avec d'un côté le président de Nature Conservancy, Peter Kareva, qui est donc un conservationniste, qui lui prône justement ce développement de la New Conservation Science, avec l'utilisation de nouveaux discours, de nouveaux outils économiques, en disant il faut arrêter de faire de la conservation comme on l'avait fait auparavant, ça ne marche pas, cette vision un peu fixiste de la conservation ne marche pas, il faut aller vers le développement de discours et d'outils qui vont intégrer les acteurs et notamment les acteurs économiques. Et en face, Clive Spatch, un économiste, qui lui dit non, vous vous trompez complètement, c'est pas justement en utilisant les outils qui ont servi à la destruction de la biodiversité qu'on va la sauvegarder. Et donc c'était assez intéressant de voir donc, ces débats entre deux, sachant qu'en plus d'un côté on a plutôt un conservationniste et un économiste qui avaient finalement endossé des rôles qui étaient inversés. Et donc ça fait également du bruit au niveau donc, de la société civile qui également s'engage notamment contre la compensation écologique. C'est un engagement très fort de la société civile qui ne se retrouve pas forcément dans ce type de dispositif. Et on a pu le voir à l'occasion donc, de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et également dans le cadre de Rio + 20 avec donc, des levées de boucliers assez importantes de la société civile contre l'utilisation de ces approches. Voilà, je termine du coup sur ça. Merci. Merci Coralie. Clara 6. Ah, c'est juste pour l'enregistrement. Ok. Clara Terville de l'IRD. Il y a un truc que je trouve fou et que j'arrive pas du tout à comprendre. Dans le cas des contrats agro-environnementaux, la base du calcul en termes d'équivalence hectare est basée sur les changements de pratique, quoi. Du verger à la prairie, etc. Et comment ça se fait que du coup qu'il y ait une telle proportion de contrats qui sont passés pour un maintien de pratiques existantes, ça me dépasse complètement. L'objectif, c'était de sécuriser en fait la zone pour avoir des habitats donc, favorables à l'outarde, qui était donc l'oiseau qui était visé. Et donc, il y avait, c'est toujours pareil, c'est évaluer quels sont les coûts d'opportunité, c'est-à-dire est-ce que l'agriculteur, dans sa rotation, a prévu de changer du coup l'utilisation de sa parcelle pour d'autres usages. Et donc, en le faisant maintenir la parcelle en l'état, par exemple, de luzerne, on va éviter justement qu'il change de pratique dans sa rotation et donc on va maintenir un couvert favorable à l'espèce qui est visée. Ouais, mais du coup, comment ils font leur calcul en amont pour le nombre d'hectares qu'ils doivent compenser, quoi ?
Après, il passe par ce calcul d'unité de compensation qui est donc utilisé avec une évaluation de toutes les occupations du sol qui sont donc avant compensation et une anticipation des occupations du sol qui seraient s'il n'y avait pas de compensation, donc notamment donc, dans le cadre de ces rotations. Et de là, donc, ils vont évaluer le gain écologique apporté par la mesure compensatoire et donc le mettre en face des impacts pour évaluer combien ça génère en fait de gains écologiques. Il renverse la logique. Il renverse la logique, c'est-à-dire ? Il renverse la logique dans le sens où on spécule d'une perte possible pour revenir à un gain, alors qu'on ne part pas d'un état 1 pour améliorer vers un état 2. Il y a les deux, quoi. Il y a une partie de création et de restauration d'habitats favorables. Donc ça va être notamment la destruction de vignes pour mettre en place des nouveaux couverts. Et il y a en même temps aussi donc, le maintien de couverts. Mais après, le maintien, c'est aussi par rapport au retard de fauche, pour favoriser justement les périodes de nidification. Enfin, il y a aussi ça dedans. Donc il n'y a pas un gain réel en termes de qualité, vraiment, enfin, si on part de zéro et qu'on produit de la biodiversité. Par contre, il y a un maintien d'un habitat qui sera favorable à cette espèce, notamment qui est perturbé dans le cadre des travaux de la ligne ferroviaire, et donc il va pouvoir venir se réfugier sur ces sites. Mais après, c'est vrai que le problème, c'est que finalement, on est à l'échec d'une exploitation agricole. Et donc dans les enquêtes, on s'est aussi rendu compte que les agriculteurs qui finalement mettaient en place des actions sur une parcelle, changeaient leurs pratiques sur d'autres parcelles pour compenser justement par exemple cette perte de luzerne à un moment donné, parce qu'ils ont fait la retard de fauche, au final ils vont aller couper sur une autre parcelle. Donc c'est vrai que cette vision à l'échec de la parcelle montre aussi ses limites dans ce dispositif, parce qu'il vaudrait peut-être mieux avoir une vision à l'échec de l'exploitation qui permettrait de mieux rendre compte justement de l'évolution du parcellaire à l'échec de l'exploitation. Bonjour, François Jarry de Supagro. J'ai deux questions. Enfin, d'abord, merci pour cet exposé. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu de débat critique au départ, finalement, ce système de compensation sur les réserves ou les banques d'actifs naturels, c'est une transposition d'une mesure anglo-saxonne. Vous avez parlé des États-Unis et de l'Australie à la France et à l'Europe. Mais au-delà des contextes institutionnels, il y a aussi une autre grande différence, c'est-à-dire que États-Unis, Australie, c'est des pays très comparativement beaucoup moins densément peuplés et densément occupés, où on peut concevoir cette espèce de report de surface de l'une à l'autre. Mais il n'y a pas eu de débat critique dans l'application de ce principe même qui, moi, me semble complètement pervers dès le départ, à un pays comme la France, où de toute manière, si on impacte des milieux naturels et qu'on va les compenser ailleurs, ça sera forcément sur d'autres espaces naturels déjà existants ou sur des espaces agricoles. Et quid maintenant avec le principe de compensation sur les espaces agricoles? On voit bien qu'il y a un problème de logique dans la mesure où l'espace n'est pas extensible, quoi. Et deuxième question par rapport à ce que vous avez dit sur finalement comment faire du business avec ce système de compensation. Là aussi, dans la transposition des pays anglo-saxons à la France, on voit que finalement, la Caisse des dépôts, elle n'a pas fait une si bonne opération que ça du point de vue business. Et de fait, c'est une banque parapublique, on va dire, qui a acheté très cher des vergers intensifs qui relevaient d'un modèle économique qui n'était lui-même pas valable. Donc là, c'est plutôt l'agriculteur vendeur qui a fait une très bonne affaire. Est-ce qu'il y a, dans l'évaluation des politiques françaises, des politiques publiques en France, un retour critique sur ces politiques-là, non seulement du point de vue de l'efficacité par rapport à la protection de la biodiversité, mais aussi du point de vue financier, quoi. Alors pour votre première question, en effet, on est dans des contextes complètement différents aux États-Unis et en France. Des structures foncières. Au niveau des périmètres également d'action, avec donc des possibilités foncières beaucoup plus importantes aux États-Unis et en France. Et en effet, cet outil a été récupéré tel quel des États-Unis, mais en France, il est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Mais en même temps, l'organisation par le système des banques permet justement d'avoir une anticipation sur la sécurisation foncière et les actions qui finalement facilite la mise en œuvre des compensations par rapport à un système de compensation éparse qui réfléchit au cas par cas et au final qui pose des gros soucis de mise en œuvre parce qu'on n'arrive pas à un moment donné à aller chercher cette parcelle qui serait intéressante parce qu'elle n'est pas libre et qu'elle est prise dans un conflit foncier beaucoup plus important.
Donc c'est vrai que le dispositif de banque a l'intérêt de pouvoir justement penser en amont ces problèmes fonciers de disponibilité et de pouvoir les anticiper pour pouvoir compenser au moment où le projet a lieu vraiment l'impact sans être pris par justement des problèmes de temps. C'est ce qui aussi, il y avait un problème aussi de perte justement intermédiaire entre la compensation et l'impact parce qu'on n'arrivait pas à la mettre en œuvre. Alors que grâce à ce dispositif, la compensation est déjà mise en œuvre et donc après c'est plutôt la réflexion sur l'équivalence écologique qui va être importante. On peut juste noter que ce principe de cohérence collective, il n'a pas été mis en œuvre justement sur les mesures agri-environnementales, où on n'a pas imposé un choix de parcelles aux agriculteurs, alors qu'on aurait pu. Ça a existé dans certains dispositifs de mesures agri-environnementales, où on imposait des logiques territoriales de continuité ou autres, où le choix des parcelles n'était pas laissé aux agriculteurs, mais imposé d'une point de vue d'une logique écologique et environnementale. Mais d'ailleurs, le système agro-environnemental qui a été donc mis en place dans le cadre du contournement Nîmes-Montpellier s'est inspiré complètement des mesures agro-environnementales, puisque je n'ai pas du tout parlé des coûts, parce que bon, je n'ai pas abordé cette question-là, mais en fait, les rémunérations proposées aux agriculteurs se basent sur les coûts des MAE. Donc, d'ailleurs, le cahier des charges et le catalogue, en fait, c'est le même que celui des MAE. Et en fait, au départ, ça avait comme avantage, justement, l'objectif, c'était de ne pas rentrer en concurrence avec les MAE. Mais au final, c'est l'effet inverse qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune MAE qui a été signée et que des contrats de compensation, puisque au final, c'était plus intéressant pour eux en termes de tout ce qu'on a pu mettre en évidence dans nos critères d'adoption. Donc, il y a une concurrence directe, en fait, avec le dispositif, malgré les précautions qui ont été prises par la Chambre d'agriculture, de dire on se fixe sur des prix équivalents et des rémunérations équivalentes pour ne pas venir en conflit avec les MAE. Et au final, ça s'est quand même montré, puisqu'il n'y a plus du tout aucun contrat MAE qui a été signé. Et puis maintenant, de toute façon, ils pensent qu'en Costière nimoise, le contrat Natura 2000 par rapport à ça, il ne va plus marcher. Et juste pour terminer sur la question de l'efficacité de la politique, en effet, la Caisse des dépôts et consignations n'a pas eu l'effet escompté. Et c'est vrai que justement, un petit peu ce qu'on peut montrer des fois par rapport à ça, enfin, ils aiment bien en tout cas mettre ça en évidence, c'est que ça n'a pas été un droit à détruire, cette bande de compensation, puisqu'on aurait pu imaginer que justement la création de ça allait générer beaucoup d'impact et les gens allaient aller vers ce type de dispositif. Et en fait, pas du tout, puisqu'ils ont vendu même pas la moitié de leurs unités. Donc au final, il n'y a pas eu cet appel à détruire généré par ce dispositif, comme on peut des fois l'entendre. Mais on ne l'a pas eu, pourquoi ? Parce qu'à la différence des États-Unis, le système de banque n'est pas le système privilégié par l'autorité régulatrice. Aux États-Unis, si vous avez une compensation à trouver, elle doit être faite de prime abord par le système de banque. Et c'est vraiment si vous démontrez que le dispositif de banque n'est pas vraiment pertinent pour votre compensation que vous pouvez passer par un système de compensation au cas par cas. Mais en France, on choisit son mode d'organisation pour mettre en œuvre la compensation. Et comme les coûts, en fait, sont beaucoup plus élevés dans le système de banque, parce que l'unité, c'est 40 000 €, mais je ne vous ai pas précisé que pour mettre en œuvre une compensation par exemple, acquisition-préservation, c'est 5 000 € hectare. Donc en fait, il y a une compétition sur le coût qui est très forte, ce qui fait qu'un aménageur, il va avoir aucun intérêt à passer par le dispositif de banque, puisque c'est beaucoup plus coûteux pour lui. Par contre, si, comme aux États-Unis, il y avait une obligation institutionnelle de passer par ce dispositif, là, ça ferait vraiment, du coup, son effet d'efficacité, parce qu'ils n'auraient pas le choix, ils passeraient par là. Mais c'est ça aussi la différence. Parce qu'aux États-Unis, les coûts sont triplés par rapport à ceux d'en France, des unités, mais c'est juste qu'ils n'ont pas le choix, donc ils doivent passer par là. Oui, juste un point d'ailleurs, je crois qu'aux États-Unis, Alain Carcenti du CIRAD. Juste sur les États-Unis, il me semble que quand la banque de compensation, par exemple, fait faillite, c'est l'État qui reprend les obligations de compensation et c'est à très long terme. Je ne sais pas quel est le terme exactement, mais il me semble qu'effectivement c'est assez long. Donc je ne sais pas si c'est prévu en France effectivement comme ça, mais là c'était expérimental, donc j'imagine que la Caisse des dépôts s'est engagée pour 30 ans pour cette raison. Moi je voudrais juste revenir sur un point qui me paraît contestable dans la fin de ce que vous avez dit, c'est que moi je suis quand même très, très sceptique sur cette question qui est un peu une tarte à la crème de l'économisation, voire de la marchandisation effectivement
effectivement à travers ces instruments. Parce que précisément, il y a un phénomène contrasté, qui est des phénomènes d'économisation de l'économie de l'environnement, c'est certain. Maintenant, il faut bien voir que là, on est dans un système dans lequel, et justement aux États-Unis, ça existe. Il y a un certain nombre de cas où on peut se libérer de ces obligations de compensation par de l'argent. Mais c'est un mouvement qui recule. C'est-à-dire que de plus en plus, les obligations sont des obligations de compensation, effectivement, par la compensation écologique. Donc par de l'ingénierie écologique. Alors on peut discuter de son efficacité, sur la qualité, sur la surfacique, etc., etc. Il y a des tas de débats qui sont possibles. Simplement, il faut bien comprendre qu'on on serait véritablement dans un système d'économisation et voire de marchandisation avancée si effectivement on mettait en face des dégâts la possibilité de se libérer systématiquement avec effectivement de l'argent. Or, c'est pas le cas. Et c'est même, disons qu'aujourd'hui, on a plutôt une tendance, y compris dans les jugements sur les dégâts, etc. Il y a un assez bon papier assez récent j'ai oublié leur nom, mais enfin peu importe, de collègues d'AgroParisTech qui montrent que justement il y a au contraire un recul de l'économisation, y compris dans les décisions des juridictions, qui font qu'on peut plus aussi facilement se libérer de ses obligations en payant, mais il faut effectivement de ce point de vue avoir de la compensation véritablement, soit par des services écosystémiques, soit par des équivalents d'habitat, soit par des surfaces, etc. Enfin bon, disons par différentes combinaisons. Donc voilà, c'est simplement ce que je voulais dire, parce que ça pose une question, parce que nous, on a pas mal discuté, quand on a fait un rapport au ministère des Affaires étrangères, sur la question de la surcompensation. C'est-à-dire de dire comment est-ce qu'on pourrait à la fois générer des ressources financières, en plus finalement, par un système de surcompensation. C'est-à-dire qu'une fois que les opérateurs ont rempli leurs obligations de compensation, ils payent. Ils payent pour pouvoir qu'on puisse faire éventuellement des PSE, financer de la conservation, des aires protégées, des choses comme ça. La grande hésitation quand même qu'on a, c'est qu'introduire une dimension financière, justement, participerait à l'économisation de ce point de vue. Ça pourrait renchérir le coût, effectivement, de la compensation, parce que c'est bien l'objectif. L'objectif de la compensation, c'est de faire en sorte qu'elle soit le plus chère possible pour qu'on prenne en sérieux la question, on évite. Parce que pour l'instant, on n'évite jamais. C'est ça la source du problème. C'est pas l'instrument qui est en cause. C'est le fait qu'effectivement, dans les arbitrages, parce que la compensation n'est pas assez chère. Vous avez parlé de 1%, effectivement, c'est très très peu par rapport effectivement à ce type de projet. Mettre en place une dimension financière avec la surcompensation, on hésite, parce que ça voudrait dire que de plus en plus, on aurait une tendance dans ces négociations dont vous avez tout à fait bien parlé, parce que c'est toujours plein de compromis, effectivement, ce genre de choses, à faire en sorte que les gens se libèrent de plus en plus de leurs obligations en disant mais on peut pas, il n'y a pas assez de terre, on ne peut pas acheter, ou on n'a pas assez d'outarde pour compenser, etc., par le fait de payer. Et là, on serait vraiment dans un système dans lequel on passerait, disons, de la durabilité relativement forte, qui est quand même l'objectif visé par la compensation 1 pour 1, à une durabilité faible, qui est de dire finalement on peut compenser des dégâts environnementaux avec de l'argent. Donc substituabilité totale des capitaux, ce qui est la définition de la durabilité faible. Donc voilà, donc je voudrais simplement apporter cette nuance. Je crois que vous avez fait votre exposé est très, très clair, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vos conclusions, qui me semblent relater la tarte à la crème, disons, qu'on a aujourd'hui, du fait que forcément on a toujours plus d'économisation, de marchandisation, etc. Il me semble que ça doit être beaucoup plus nuancé. Donc merci pour ces éléments. Alors moi, ce que je mentionnais dans mon analyse, donc c'est une économisation de la rhétorique, du corpus, qui est rattaché à la compensation. Et donc ça, on a pu le voir dans notre analyse de sémantique des mots-clés, des sujets qui étaient rattachés à la compensation. Donc ça, c'est pas quelque chose que j'invente comme conclusion. C'est vraiment, on a fait une analyse de tous les mots qui étaient rattachés à la compensation de 1984 jusqu'à 2014. Et on a pu mettre en évidence une importance de plus en plus forte des mots rattachés à la sphère économique. Donc ça, c'est clair que dans notre analyse, on a pu montrer qu'il y avait une économisation de la terminologie utilisée par rapport à la compensation. Donc ça, c'est un élément factuel de résultat. Par contre, en termes de conclusion sur la marchandisation, j'ai pas parlé justement de marchandisation, parce que c'est en effet des débats qui sont en cours, notamment au sein des économistes français, de certains qui parlent en effet de marchandisation de la biodiversité au travers de l'utilisation de ce type d'outils, d'autres qui disent non, il n'y a pas de marché parce que justement on n'est pas sur de l'achat de biodiversité avec rien en face, il y a toujours de la biodiversité face à de la biodiversité, mais un transfert économique. Donc ça, moi, c'est un débat dans lequel justement je ne suis pas rentrée parce que mes travaux ne me permettent pas de conclure à ce niveau-là.
Par contre, qu'il y ait un marché qui se crée autour de la compensation, ça c'est évident qu'il y a un marché qui se crée autour de la compensation, un marché des bureaux d'études, un marché des opérateurs. Il y a de plus en plus, là on assiste à l'heure actuelle, notamment dans la mise en place des différentes banques de compensation en France, à des négociations et des accords entre acteurs. Par exemple, la SAFER qui est en train de monter une entreprise avec des bureaux d'études, avec Biotop, pour justement devenir opérateur de compensation. Donc il y a quand même un marché hyper important autour de la compensation. Par contre, parler de marchandisation de la biodiversité, ça, moi justement, j'en ai pas parlé parce qu'en effet, c'est un débat ouvert et moi, je ne suis pas à même de conclure à ce sujet-là. Par contre, il y a une importante littérature qui parle de commodification de la biodiversité sur justement le fait qu'on parle d'identité écologique, qu'on va finalement petit à petit extraire de leur valeur intrinsèque pour en faire des unités de compensation. Donc ça c'est pareil, c'est toute une littérature qui s'intéresse à ça et qui notamment utilise les méthodes comme je vous ai présenté d'unités de compensation pour révéler ce transfert on passe d'un habitat et d'une espèce au final à une unité de compensation. Et donc derrière il y a la biodiversité mais elle est transformée en unité. Donc là c'est pareil, c'est des éléments que je trouve qui sont intéressants à conceptualiser et intellectualiser dans ce dispositif de la compensation. Bonjour, donc je ne sais pas si ça marche, mais Nabil Asnaoui, donc je suis doctorant au sein de l'UMR Innovation, l'équipe qui étudie en fait les relations agriculture-ville, et ça m'intéressait beaucoup en fait. Je vous remercie là pour cette présentation, en particulier le cas étudié là du contournement Nîmes-Montpellier. En fait, ce qui m'intéressait, c'était le lien entre la compensation et la transition agroécologique d'une certaine façon. C'est-à-dire dans quelle mesure, moi de ce que j'entends que vous présentez, j'ai une impression qu'on a une population agricole en face qui est plutôt dans une approche assez stratégique de dévoiement d'un outil pour aller vers des objectifs propres à chaque stratégie d'entreprise. La question que je me pose, c'est dans quelle mesure ce levier, je dirais, de la compensation, il contribue aussi à faire émerger de nouveaux modèles agricoles. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer qu'on a d'autres comportements que celui que j'ai entendu, c'est-à-dire transformer des MAE en une genre d'opportunité qui permet d'une certaine façon de désintensifier un peu l'agriculture sur certaines parcelles pour l'intensifier plus à côté. Qui pose pour moi en tant qu'agronome aussi une autre question qui est est-ce qu'on intensifie ou qu'on désintensifie en agriculture, quel est le lien avec l'écologie, avec les relations écologiques? Là aussi il y a des idées reçues qui à mon avis méritent d'être décortiquées, c'est-à-dire je ne suis pas persuadé que désintensifier une parcelle c'est forcément l'améliorer en termes de biodiversité. Enfin voilà, c'est ce genre de questions, mais en tout cas moi la question que je me pose c'est dans votre enquête concrètement. D'abord, j'aimerais savoir un peu en termes méthodologiques, est-ce que vous êtes allé vraiment dans une enquête un peu, je dirais, compréhensive, qui inclut la stratégie des agriculteurs dans une trajectoire longue ou pas? Ou est-ce que c'est juste une photographie de la stratégie d'un agriculteur à un moment? Ça, c'est une première question. Et ensuite, la deuxième question, c'était savoir, est-ce que vous aviez, d'une certaine façon, une diversité de profils agricoles face à cette, on pourrait appeler ça, nouvelle offre qu'on leur fait? Puisque c'est une nouvelle offre en fait, qui arrive des institutions à laquelle on peut dire que voilà, on pourrait imaginer trois grands types de réactions, c'est-à-dire ne pas vouloir rentrer là-dedans, s'opposer à ça, ou au contraire prendre cette offre-là, la dévoyer, ou en tout cas en faire quelque chose, quoi. Merci. Oui, en effet, c'est pour ça que je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Il faut prendre cette étude comme une enquête qui est basée sur des déclarations des agriculteurs. On n'est pas allé sur le terrain pour évaluer réellement s'il y avait eu cet effet d'aubaine. Donc ça reste du déclaratif, donc à prendre avec toutes les limites qu'ont ce type d'études déclaratives.
En effet, il faudrait, ça fait partie des objectifs qu'on aimerait poursuivre, c'est justement aller plus loin dans la caractérisation. Là, on a fait vraiment une étude un peu brute parce qu'on était face à un outil innovant qui avait été mis en place dans le cadre d'un gros projet d'infrastructure avec donc, la contractualisation agroenvironnementale qui est toute nouvelle pour mettre en œuvre des compensations. Donc on s'est dit que c'était intéressant déjà d'avoir une première photographie de qu'est-ce qui faisait qu'un agriculteur rentrait dans ce dispositif et des premiers éléments, des premières ébauches de performance, mais on n'est pas du tout allé dans la précision. Donc ça serait justement des éléments qu'on aimerait poursuivre, mais qu'on n'a pas eu l'occasion de poursuivre dans le cadre de cette étude, parce que c'était vraiment une toute première phase, de caractériser les systèmes d'exploitation, de comprendre pourquoi un agriculteur, en fonction de son système, il va avoir telle ou telle action. Et notamment, il y a quand même, là je vous ai présenté des résultats qui montrent aussi qu'il y avait des agriculteurs qui étaient quand même favorables à des actions de protection de l'environnement. Il y en a aussi, bon après c'est pareil, sur le questionnaire ça se trouve, en fait il y en a qui ont répondu ça, mais ils n'ont pas forcément compris exactement la question. Enfin il y a toujours des biais dans ce type d'enquête, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais il y a aussi des agriculteurs qui veulent s'engager pour maintenir des pratiques favorables, donc il y a quand même des actions qui sont aussi à prendre de manière plutôt favorable par rapport à ce type d'outils, et qui vont de toute façon se développer. Donc il va y avoir tout un cortège d'analyses et d'encadrement à effectuer pour mieux comprendre comment améliorer ce type d'outils pour justement accompagner vers la transition agroécologique. Et justement, il y a une thèse qui travaille là-dessus à l'INRA d'Avignon sur essayer de caractériser, d'évaluer quel type d'agriculture génère quel gain en termes de biodiversité, ce qui pourra être réutilisé justement dans le cadre des compensations, parce que là, pour l'instant, on se base juste sur de la compensation type calibrée MAE, en fait. Mais il y aurait un champ en soi à développer dans le cadre de la compensation, parce que c'est vraiment très spécifique, avec des objectifs qui sont complètement différents des MAE. Donc il y aurait quelque chose vraiment à faire là-dessus de très très intéressant. Et notamment dans notre corpus, enfin je n'en ai pas non plus parlé, mais on a beaucoup d'agriculteurs biologiques qui sont présents. Et donc ça c'est pareil, ça pourrait être intéressant aussi d'analyser la différence entre les systèmes bio-pas bio et justement quel est leur degré de contribution à l'apport de biodiversité et comment on peut l'inclure dans des systèmes de compensation. Et sur les paiements aussi, il y aurait un travail à faire sur comment calibrer le paiement. Est-ce qu'on paie un service environnemental? Est-ce qu'on paie une action directement? Parce que là, c'est basé sur donc, des rémunérations en fonction des coûts engagés ou des pertes. Mais donc, il y a énormément de choses à faire sur la contractualisation agro-environnementale et notamment dans le cadre des compensations. Ça, c'est vraiment un champ du coup qui s'ouvre de recherche à l'interface entre justement agronomie, économie, écologie, enfin, qui est vraiment très stimulant. D'autant plus que pour moi, c'est important de distinguer le vieillissement de la population. C'est-à-dire, on a quand même une population agricole vieillissante. Je pense en particulier aux viticulteurs. Et du coup, comment dire, pour moi, c'est quand même deux problématiques un peu différentes. C'est-à-dire le problème de la transmission et donc d'agriculteurs qui sont plutôt dans une approche qui va tendre vers du patrimonial au fur et à mesure qu'ils se rapprochent de leur fin de carrière, etc. Et de l'autre côté, on a toute la problématique de l'installation agricole. Et c'est là que je pense à d'autres profils que ceux qui ont été cités. C'est-à-dire, il y a en effet les viticulteurs, mais il y a aussi tous les maraîchers, éleveurs, par exemple, qui pourront avoir un impact foncier assez important, en particulier dans des terroirs marqués par des garrigues sèches, par exemple, quoi. Du coup, pour moi, c'est pas du tout la même façon d'aborder la compensation quand on est en installation agricole, en élevage par exemple, que quand on est viticulteur proche de la retraite. Enfin voilà, c'est ce genre de problématique, quoi. Alors ça par contre, on a quand même dans notre questionnaire abordé cette question de où ils en étaient par rapport à est-ce qu'ils venaient de s'installer, est-ce qu'ils étaient plutôt en régime stable, si on peut dire, ou en développement. Et on est quand même plutôt sur des exploitations qui étaient justement plutôt en difficulté économique, qui ont intégré ce type de dispositif et qui cherchaient justement un apport en fait additionnel pour combler leurs revenus et donc on était plutôt dans ce type de dispositif-là. Mais pareil, ça reste une innovation, enfin c'est plutôt une expérimentation, ce type encore d'action, et donc ça va être en cours de développement, et donc j'imagine qu'en se développant, ça va faire appel à d'autres types d'agriculteurs qui vont s'intéresser par ce type de dispositif. Et on a pu le voir, notamment dans le cas des MAE, c'est assez flagrant de voir que l'intérêt est vraiment de plus en plus important vers ce type de dispositif de compensation.
Alors, juste une petite question en passant. Emmanuel Négrier du CEPEL. Est-ce que la question de la marchandisation n'est pas une question, après tout, temporelle sur cette fameuse question des 30 ans, au-delà de laquelle il n'y a pas d'obligation qui pèse manifestement sur les opérateurs? Donc si effectivement c'est le cas et s'il n'y a pas d'avancée là-dessus, on est dans une situation d'épargne différée ou de marchandisation différée, comme on voudra. Est-ce que vous avez dit à un moment, parce que j'ai un doute, que les obligations temporelles différaient en fonction des projets? Ou est-ce que c'est toujours 30 ans? Non, non, ça dépend des projets. Ouais. D'ailleurs, vous voyez, dans le cadre du contournement Nice-Ferroviaire, on est sur un engagement à 25 ans. Dans le cadre de la banque de compensation de caution, on est sur 30 ans. Et en général, c'est entre 20 et 30 ans les obligations, pour des gros projets d'infrastructure. Hein. Pour des petits projets, on peut être sur des obligations plus courtes. Mais moi, j'ai tendance à parler plutôt de dette écologique différée, c'est-à-dire qu'on est sur une compensation écologique temporaire sur la durée des engagements, mais à l'issue des engagements, ça y est, c'est fini, la dette reprend. Ça dépend après de l'évolution des actions compensatoires, mais c'est vrai qu'à la différence des États-Unis, il y a des fonds en fait qui sont assortis de la mise en œuvre, par exemple, de la banque, où les fonds sont cotés dans des bourses ou sont mises sur des marchés financiers qui vont s'auto-alimenter. Et donc, ce fonds va permettre d'assurer la gestion du site pendant, normalement, de vitam aeternam. Alors que nous, en France, on est sur un dispositif où, dès que la banque a terminé son action, même si le site reste à vocation écologique, il n'y a plus du tout d'argent qui est disponible pour en assurer la gestion. Donc après, d'un point de vue écologique, ça se discute. Ça peut être aussi pertinent que les milieux finalement se referment pour avoir une autre forme de biodiversité. Enfin, après, il y a toute une discussion sur les trajectoires écologiques qui peut être attachée. Mais en tout cas, par rapport aux objectifs initiaux de la banque, s'il n'y a plus de fonds pour en assurer la gestion, de toute façon, on ne sera plus sur les mêmes objectifs de départ. Donc ça pose en effet cette question de la pérennité des modes d'organisation. Mais après, comme je vous disais, il y a cette innovation institutionnelle avec les obligations règles environnementales qui est donc introduite dans le cadre de la loi. Donc peut-être que ça va être une solution pour pérenniser ces sites et les faire rentrer dans des dispositifs plus larges, comme la mise en place par des conservatoires d'espaces naturels qui prennent en charge ces sites et qui en assurent la gestion sur de long terme. Mais bon, de toute façon, comme le mentionnait tout à l'heure une personne, on est sur des limites spatiales. Donc à partir du moment où on continue à aménager et on cherche à compenser tout en ayant un maintien de l'activité agricole, à un moment donné, les compensations vont devoir rentrer dans le pool de l'aménagement, ou en tout cas, il va falloir dire on arrête d'aménager. Mais bon, de toute façon, on est sur un territoire fini. Donc il y a un moment donné où on va arriver... On avait fait un calcul très rapide pour rigoler. Si on continue la même dynamique d'artificialisation, avec un ratio par exemple de 2 pour 1, je crois on avait calculé qu'au bout de 70 ans, en France, on était figé, on ne pouvait plus bouger parce que de toute façon, on était soit sur des espaces naturels, agricoles, compensés et aménagés, et puis c'était terminé. Donc de toute façon, ça ne fait que déplacer la réflexion qu'on doit mener de manière plus profonde sur quelles sont nos volontés de développement, quels sont nos objectifs de conservation au final. Et c'est un peu d'ailleurs ce qui est reproché à la compensation, c'est que ça diffère un peu ce discours parce qu'on s'intéresse à ce dispositif, mais qu'au final, une solution temporaire, et on parle des fois de pansement, mais ça ne permet pas vraiment de régler le problème. Ça fait juste que coller un pansement sur un problème, mais on va de toute façon être, dans pas très longtemps, reconfronté à ce problème de dire qu'est-ce qu'on fait pour conserver la biodiversité dans la logique de développement actuelle. Ouais, en fait, je vais peut-être transformer ma question en commentaire, ça permettra d'aller boire un café plus vite. Mais donc Pierre-Yves Lemeur de l'IRD. Non, c'est par rapport au débat sur la marchandisation, je suis d'accord avec le fait qu'il ne faut pas effectivement faire la confusion entre la marchandisation de la nature et la création d'une activité économique autour de la nature, et c'est plutôt ça qui se passe de facto en tendance. Ce que je me dis, c'est qu'il y a un lien justement sur ces questions de marchandisation qui est la chose sur laquelle tu n'as pas parlé parce que tu ne pouvais pas parler de tout, à savoir les questions d'équivalence écologique. Et dans les discussions que moi j'ai pu avoir dans d'autres contextes, en Calédonie, en Nouvelle-Calédonie en particulier, ce que disent les biologistes ou les écologues sur la question des équivalences écologiques, c'est qu'il est extrêmement compliqué de construire un indice écologique qui permette de classer par exemple des milieux ou des écosystèmes. Par conséquent, on en est toujours à revenir à des choses ultra rudimentaires, à savoir certaines espèces emblématiques, le taux de biodiversité, le taux d'endémicité, etc. Et que plus on est dans des indicateurs schématiques, ce qui se passe actuellement, plus
plus le court-circuit vers de la marchandisation sera plus facile en fait. Et c'est pour ça que je pense que la question des équivalences écologiques, hors toute considération économique, c'est peut-être un point clé justement pour éviter d'avoir ces courts-circuits trop rapides vers une marchandisation évidente qui permet de passer à côté de ce qui a priori était le sujet de départ, à savoir de la préservation d'un environnement. Mais juste pour rebondir là-dessus, en effet, ça fait partie d'un des axes que j'ai traité dans ma thèse mais que je n'ai pas pu vous présenter aujourd'hui, c'est justement comment est prise en compte cette complexité, cette spécificité de la biodiversité dans le mécanisme de la compensation, parce qu'on n'est pas sur des compensations carbone, où on est sur une unité, sur un actif qui est homogène et qui est donc facile à évaluer. Et en effet, dans le cas de la biodiversité, en fait, on a mis en évidence ce qui est un paradoxe, c'est-à-dire que si on veut prendre en compte une vision écologique de la biodiversité, c'est-à-dire prendre en compte sa dynamique spatio-temporelle, les interactions d'un écosystème dans un paysage, mais aussi dans le temps, en fait, c'est impossible de trouver des équivalences écologiques, parce qu'un écosystème, vous parlez avec n'importe quel écologue, il vous dira il a son intégrité propre, son historique, son importance fonctionnelle dans le paysage, et on ne peut pas en trouver d'équivalence. Donc à partir du moment où vous voulez le faire rentrer dans le système de compensation qui implique une substituabilité et donc une équivalence, de toute façon, on ne peut pas adopter une vision écologique du système. Donc on est en effet obligé de réduire les composantes biodiversité à des choses qu'on peut quantifier, évaluer et remplacer, qui est souvent donc la présence d'espèces, la mise en place d'habitats, mais en tout cas, en aucun cas, on peut avoir une vision complexe de l'écologie, de l'écosystème. Sinon, on ne pourrait pas faire de compensation de toute façon. Donc tout à fait. Bon,